faut-il sourire? Faut-il pleurer? Faut-il avoir peur? Faut-il craindre? Faut-il se lamenter? Faut-il... Enfin, il y a un temps pour tout. Hein. En tout cas, le temps pour nous, c'est de faire notre émission. Bonjour, Daniel. Bonjour, je salue tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont là. Et tu as raison, il y a des moments où on peut avoir des sources d'énergie et c'est ainsi qu'on peut aller voir les 2 nouvelles expositions à la Fondation Clément. Il y a 12 artistes de la République de Saint-Domingue qui sont là et un artiste et un de Cuba. Et donc, allez-y, ça vient de commencer jusqu'en janvier. Vous avez le temps, mais ne boudez pas votre plaisir. Pour aérer votre âme. Emmanuel? Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ravi d'être une nouvelle fois avec vous. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas... Peur de quoi? Tu n'es pas craintif de la vie, du... Ah on sait comment finit la vie. Oui, c'est jamais une perspective réjouissante. Mais si on devait en avoir peur, ce serait terrible. Il y a un poème de Gratien que tu devrais connaître. C'est de Gratien. Mon père tout nez, mon père éclair, mon père toute bagaille, etc. Si c'est créole, ça c'est Gratien. C'est Gratien. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous les chroniqueurs et à tous les téléspectateurs. Ravi d'être là pour la seconde fois. Très classique, hein, la demoiselle. Christian s'en fait. Bonjour à tous. Alors, un petit mot tout de même. Vous savez, la ville de Aubert a mis en place un petit studio de répétition où il y a une dizaine de groupes qui viennent chaque semaine répéter tout le temps. Voilà, je fais un petit clin d'œil à celui qui dirige, il s'appelle André Clédor, qui est adorable. Et je souhaite que dans toutes les villes, pourquoi pas, on puisse étudier un projet. Parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de jouer. Et jouer, c'est important, c'est de la communication, c'est de l'organisation. Donc je pense que si dans la plupart des communes, il y avait un petit studio de répétition, ce serait quand même pas mal. C'est déjà un petit grain. Ouais. Je pense qu'à terme, il y aura un grand chamboulement, un grand renouvellement politique. Tu pourras te présenter. On a déjà fait, pas de jingle. Allez, on lance le débat sur la liquidation d'Hôtel Batelière. Je te laisse... camper la situation. Oui, je campe la situation. Je te remercie, Gérard. Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, il a décidé de céder l'hôtel de la Batelière du groupe Mon-Plaisir à la société hôtelière Carouquera pour 5 millions d'euros. Il faut dire que cette décision entraîne le licenciement de 55 employés que le repreneur n'est autre que Patrick Vial-Collet, qui a été sélectionné sur la base malgré une proposition d'une société coopérative de production appelée la SCOP, des ex-employés de l'établissement, qui a été rejetée par le tribunal parce qu'elle a été considérée comme financièrement insuffisante. Aujourd'hui, le groupe Carouquera prévoit des travaux estimés à environ 30 millions d'euros et de créer 120 à 160 nouveaux emplois à l'hôtel La Batelière. La question est de savoir si aujourd'hui l'hôtel La Batelière est un cas d'école, si c'est un cas qui va en entraîner d'autres. Enfin, on peut présager d'autres cas de l'hôtellerie. C'est un cas qui a finalement finalement une suite de beaucoup d'établissements qui ont fermé. J'ai entendu ce matin une phrase qui m'a pas beaucoup fait plaisir, mais qui est une réalité. Plus d'hôtels en Martinique disparaissent plutôt qu'ils n'apparaissent. Oui. Alors le questionnement, c'est de pouvoir dire si la Batelière, et si vous en êtes d'accord, est la chronique d'une mort annoncée. Je crois qu'il faut prendre le cas de la Batelière avec beaucoup de pincettes et expliquer que lors de la cession, alors du passage de Fram en 2008 au groupe Mon-Plaisir, la Batelière avait un taux d'occupation avoisinant les moins de 10%. D'accord ? Le groupe Mon-Plaisir a fait un travail que je souhaite souligner de distribution, de commercialisation de l'établissement. Il a pendant très longtemps soutenu un plan de continuation qui ne lui a pas nécessairement permis d'effectuer les travaux et les rénovations adéquates pendant assez longtemps. Il y a également ce dont je vous avais parlé il y a 2 semaines, les coûts des charges salariales à la sortie du Covid pour l'ensemble des personnels de l'hôtellerie-restauration qui ont pris, allons rapidement, 10 points, alors que les charges salariales dans un résultat d'exploitation d'un établissement hôtelier en Martinique avoisinent les 50 à 60%, quand dans l'Hexagone, il est de 30 à 40%. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que l'hôtel La Batelière a eu ces 10 dernières années beaucoup de difficultés et disons-le, on a aujourd'hui une véritable frilosité des investisseurs, tant internationaux qu'hexagonaux, qu'institutionnels, avec le FEDER et la Caisse des dépôts, qui ont fait que finalement, le peu d'attractivité
du secteur hôtelier, sans compter les difficultés de formation professionnelle, hein, parce qu'on a un coût d'utilité aussi en Martinique, de productivité. Un barman, je vous donne un exemple, peut être à 2300 net avec des primes d'ancienneté, etc., et ne travailler que 4 heures par jour. C'est une réalité de notre hôtellerie aujourd'hui, il faut la dire. Hein. Bon, avec, on va dire, toutes ces difficultés, l'hôtel La Batelière ne s'en sortait pas si mal. Je tiens à le souligner, nous étions autour de 70% de taux d'occupation, un prix moyen relativement honorable, mais avec les difficultés de sa vétusté, et puis un comportement pendant le Covid, d'accueil des soignants. Enfin, financièrement, je ne dirais pas qu'en termes d'exploitation, la note est mauvaise. Néanmoins, en termes d'investissement, de frilosité, la note est très mauvaise, puisque lorsque les Montplaisir ont finalement décidé de lancer des travaux, c'était pendant la période Covid. La Caisse des dépôts a été extrêmement frileuse. Les banques et les investisseurs ont un petit peu rétropédalé. Alors, je vous laisse imaginer le comportement des investisseurs immobiliers hôteliers, tant institutionnels, tant publics que privés, aujourd'hui pour la Martinique. Nous avons en fait beaucoup de manque de demandes à l'appel. Et puis, j'aimerais aussi ajouter, structurellement, et c'est pour ça que je pense que ce ne sera pas le dernier, La Batelière ne sera pas le dernier hôtel à avoir ces difficultés sur les 5 à 10 prochaines années. J'en suis parfaitement convaincue. Nous connaissons tous d'autres batelières. Hein. Nous avons connu des Marouba, Batelières, etc. C'est cette même génération d'établissements. Je rappelle que La Batelière était le premier Hilton de la Caraïbe. Le premier Hilton de la Caraïbe, le premier hôtel de chaîne, était en Martinique, dans les années 70. Bon. Et donc, on a, si vous voulez, ces difficultés structurelles. Toutes les chaînes nous ont quittés, Accor, etc., avec de multiples grèves, beaucoup de problèmes avec les syndicats. Et aujourd'hui, nous en sommes à ne plus être une destination attractive pour les investisseurs. Donc, et puis, il y a aussi le comportement, je dirais, des hôteliers qui préfèrent finalement être sponsorisés tous les 10 ans par un FEDER à 10 millions d'euros pour des rénovations entre 50 et 60%, plutôt que de faire de leur poche, de financer de leur poche des charges de 1 million tous les ans pour pouvoir rénover leurs établissements. Donc, on a, si vous voulez, une vraie éducation financière du côté de notre gérance hôtelière et aussi un contexte structurel, une image de marque, une affiche médiatique qui est tout à fait déplorable et qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas nécessairement envie de mettre leurs billes en Martinique et particulièrement dans l'hôtellerie. Une seule question. Comment M. Vial-Collet, qui était guadeloupéen, qui est un capitaliste guadeloupéen, comment a-t-il pu, lui, vaincre tous ces obstacles et trouver les 30 millions nécessaires pour les mettre sur la table et relancer cet outil? Bien, j'ai envie de vous dire que M. Vial-Collet est tout simplement guadeloupéen et que l'hôtel... Oui. Et son hôtel marche. Et son hôtel, on a un établissement qui s'appelle La Toubana, qui est un hôtel 5 étoiles. J'ai personnellement rencontré M. Vial-Collet. Je suis très admirative de ce monsieur, parce que déjà c'est un fils d'hôtelier, il a l'habitude de l'exploitation. Ses hôtels son hôtel La Toubana, également la Creole Beach and Spa qu'il gère, sont en permanence rénovés. Il a compris ce que c'est que le métier d'aubergiste, si je puis dire. Le métier d'hôtelier, c'est d'être toujours sur le terrain. Et donc, finalement, je m'en arrête là, il a une confiance au niveau de ses actifs, au niveau des investisseurs, que les groupes martiniquais n'ont pas nécessairement ou ne souhaitent peut-être pas avoir. C'est ce que je voulais entendre. Bonne réponse. Christian, on va passer à la question de la vie chère. Tu vas faire l'exposé, puis je vais intervenir après. En fonction, comme c'est évolutif, ça. Oui, alors, bon, je le dis quand même, moi je regrette ce qui se passe en Martinique, je regrette cette violence, parce que nous ne sommes pas une société, nous n'avons aucun intérêt à être violents. Voilà, nous avons intérêt à être intelligents, paisibles et bienveillants et efficaces. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu du protocole, on a vu effectivement qu'il est contraint par, n'est-ce pas, la décision qui est actuellement. Je vais un peu entrer sur un peu économique. Il est indiqué que 14% des budgets des ménages sont consacrés à l'alimentation. Alors, j'en discutais avec quelques amis. On me dit, effectivement, peut-être que les ménages qui ont moins de revenus, ça va, la proportion n'est pas de 14, elle est peut-être de 15, de 20, 25, 30%. Plus, même. Quoi qu'il en soit, ce n'est que 30%, puisqu'on parle de la vie chère. Ce ne serait que 30% de la vie chère. Il resterait 70%. 70%, alors bien évidemment, c'est l'essence, c'est les impôts, la téléphonie, le matériel informatique, c'est les transports, c'est les matériaux de construction, tout ça.
Parce qu'on voit beaucoup dans les entreprises de matériaux de construction, par exemple. Tout ça pour vous dire que j'ai un peu le sentiment qu'on a parcellisé la question de la vie chère, uniquement à l'alimentaire. Alors que le problème, il est beaucoup plus large. Et peut-être, je ne sais pas si M. Ajar avait prévu ça, je n'ai pas lu ces documents, mais j'ai un peu le sentiment que pour une très petite partie, si vous voulez, du budget des ménages, on crée une espèce de révolution dans notre pays. Vous voyez, alors qu'il me paraît utile que si on analyse la question de la vie chère, il faut prendre en considération tous les éléments et non simplement l'alimentaire. La deuxième problématique, effectivement, dans les documents que tu m'as donnés, on parle de la responsabilité de l'État. On dit que l'État, globalement, un peu a une indifférence vis-à-vis des Outre-mer. Ne met pas les moyens. Enfin, il y a beaucoup de... Et tout à l'heure, on le disait, 7107 ans. C'est pas comme ça qu'on fait une politique pour l'Outre-mer. Vous voyez, donc depuis que Macron est là, il y a 7 ministres. Donc, on parle de désengagement de l'État, on parle de méconnaissance, on parle de complicité passive, on parle du fait qu'il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de rapports, et qu'on n'a pas grand-chose. Donc, ça, c'est un autre point que je voulais souligner. Il y a, en plus, un comité d'éthique qui a été créé à la Guadeloupe. Et ce comité d'éthique a fait un certain nombre d'observations. Alors, il reconnaît que le EOPAC a su créer une forte adhésion sur le sujet. Il regrette que cette association soutiendrait une idéologie ethno-raciale dans un pays de diversité raciale, dans un pays métissé. Et cette association a fait un article qui a été publié dans l'Humanité. Alors, l'Humanité a un titre qui est très intéressant. Il est minuit moins une seconde à l'horloge des Outre-mer. Par exemple, vous voyez. Alors, dans cet article, il parle des urgences, contrôler les marges et les taux de marque, exercer des contrôles et des pressions sur les groupes d'entreprises, que les moyens de l'autorité de la concurrence soient renforcés, que les moyens de l'observatoire des prix soient renforcés, que les préfets soient plus efficaces sur la gestion des contrôles de bouclier qualité-prix, que le POSEI soit réformé, un certain nombre de dispositifs, effectivement, qui pourraient être peut-être en mesure de porter des solutions. Alors, pour terminer, presque terminer, je vais vous citer aussi un propos d'une dame dont je ne dirai pas le nom, mais c'est une philosophe martiniquaise qui a été reçue entre autres par Eddy et par le kiosque sur une autre télé. Elle indique que la non-signature du protocole par le pacte, elle souligne ça, elle dit qu'ils se sont autoprogrammés comme représentants du peuple, et c'est vrai que quand j'entends le peuple est derrière nous, je me dis quel peuple, je ne veux pas discréditer leur mouvement, mais voilà. Elle dit que la non-signature serait bien la preuve que c'est la recherche du chaos qui serait la finalité. Elle souligne les difficultés du gouvernement français de trouver des solutions financières compte tenu de la crise actuelle en France. Elle considère qu'il faut aussi tirer des enseignements de ce qu'elle appelle l'aveuglement identitaire et qu'elle identifie par le drapeau, par l'hymne, mise en œuvre par la CTM. Voilà, enfin, je souligne des propos. Elle souligne effectivement qu'il y a une absence de condamnation des violences, sauf par Catherine Conconne, c'est ce qu'elle indique. Elle considère que les manipulations et l'information des réseaux sociaux, tout ça, ça nous est préjudiciable. En plus, elle indique qu'il y a une incapacité de les politiques de se mettre d'accord. Il y a des divergences permanentes entre les politiques, et c'est ça qui est surprenant. Voilà. En tout cas, je vais terminer par Antilla, le journal de mon ami. Et dans un article qui se termine, au lieu de sombrer dans la violence et dans la lutte stérile, il est crucial de privilégier des solutions réalistes et durables qui ne passent pas par la destruction, mais par la construction d'une économie locale robuste et une révision des priorités politiques. Donc voilà, nous avons aujourd'hui une fracture politique en Martinique qui est lamentable, qui est irresponsable. Donc, moi j'ai envie de dire qu'on a atteint le fond, quoi. J'espère qu'on ne peut que remonter. Il faut toujours être optimiste. Ce que j'ai remarqué, c'est que le ministre a quand même déclaré on ne peut pas continuer à avoir des différences de prix avec l'Hexagone qui varient entre 30 et 40%, alors même qu'on sait tous que le revenu y est inférieur. Et ce n'est pas un chroniqueur, ce n'est pas comme nous, quelqu'un qui glose et qui reprend des articles, qui reprend des informations. C'est quelqu'un qui est responsable. Donc quand il s'avance et qu'il dit ça, c'est un monsieur sérieux, c'est pas comme ces jeunes garçons qu'on nous a envoyés avec le label ministre, les 7 qui l'ont précédé. Les 7 qui l'ont précédé, il est le 7e ou bien, enfin bref. Cette longue file. Un par an. Oui, un par un.
parents, un par an, qui nous ont précédés, ils venaient, ils disaient n'importe quoi, ils avançaient le menton en avant, ils provoquaient, ils repartaient. Ça, c'est un monsieur sérieux qui constate qu'il y a quand même un différentiel terrible de revenus. Enfin, il se satisfait pour le moment, c'est ce qui nous est mis sous la dent. Expression pas très heureuse, c'est la TVA, la réduction de la TVA sur les 6 000 produits du protocole. Bon, alors c'est ce qu'on a, mais on espère beaucoup plus. Mais il évoque quand même, il le dit, c'est intéressant, le dossier de la souveraineté alimentaire. Quand un ministre, vrai ministre, pas un secrétaire d'État, ni un ministre délégué, est rattaché au Premier ministre ou parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire qu'il va faire de telle sorte que les commerçants, les producteurs, les usiniers, pas usiniers, puisque c'est l'aliment, oui, qui sont dans l'Hexagone et qu'ils devraient pouvoir privilégier selon le schéma classique et de la colonie qui nous prend comme un comptoir de débouchés, il va faire de telle sorte que nous puissions passer à un pourcentage supérieur que 20% d'autosuffisance. J'ai de l'espoir. C'est étrange, mais il faut bien avoir de l'espoir dans cette atmosphère enfumée, sans jeu de mots, et le marasme dans lequel on est. Et puis il ajoute, on ne peut pas non plus se contenter des soucis permanents en Outre-mer. Moi, j'ai trouvé la formule très, très belle. Et je lui dis, que Dieu vous entende, monsieur le ministre. Le gouvernement, donc, va prendre des mesures. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il en aura les moyens? La France est dans le rouge. Alors, en tous les cas, c'est une chose qui est possible, c'est que l'Europe qui a des moyens pourrait nous aider. Il faudrait donc à la fois les services et puis les élus de la collectivité engagent un véritable lobbying, mais professionnels auprès des services de l'Europe. Il y a des gens qui savent le faire, ils vont éventuellement les contacter pour qu'ils puissent dire, non pas d'enlever le POSEI à la banane et à la canne, mais qu'il y ait un POSEI pour que, en fonction des exigences, de l'urgence de la situation, et de la nécessité de travailler sur la vie chère, sur le chômage, sur l'emploi, etc., qu'il y ait un POSEI qui règle le sort de la petite agriculture. Alors pour le reste, donc, c'est vrai qu'il a dit quelque chose sur la baisse démographique. Il disait qu'il fallait faire quelque chose, mais après sa suggestion de relancer le cadre à venir, qui forme une centaine de jeunes par an, bon, ça ressemble plutôt à quelque chose de cosmétique et de codifié, mais je pense qu'il va booster ça et que ça va être peut-être se transformer en un projet sérieux. Alors là-dessus, après on va se poser des questions sérieuses sur la surrémunération des fonctionnaires. On va se demander est-ce qu'on peut maintenir cet avantage quand on reproche à d'autres, les plus riches ou les plus prospères, d'avoir leurs avantages liés à leur commerce, à leur activité. Oui, j'emploie à volonté les mots un peu littéraires, et je ne dis pas grande distribution, je ne dis pas ça, je dis mais est-ce qu'on pourra reprocher, dans le système où nous sommes, global, aux riches d'être riches, aux riches de vouloir être riches, aux commerçants de faire du commerce, quand nous avons des fonctionnaires qui avaient à l'époque fait 2 mois de grève et avaient imposé qu'on leur accorde cette surrémunération de 40%, qu'il ne serait plus de 40%. Enfin, grosso modo, continuer à des 40%. C'est d'autant plus qu'on se rend compte que, par exemple, à la CTM, les collectivités en général, qui bénéficient de l'octroi du maire, l'octroi du maire, en quelque part, sert à payer une surrémunération. Donc il y a quelque chose, il y a des paradoxes sur lesquels, naturellement, je pense que les jeunes qui maintenant font de l'économie, à coup de rouge et à coup de dents, de monxure, ils vont entrer dans ces dossiers, puisque, comme on le sait, ce sont des fouillayas. Alors, cette histoire n'est pas finie, mais j'espère que la suite des opérations pourra se faire dans le calme, dans la tranquillité, la sérénité. Et nous allons passer la parole à Madame Danielle Marceline pour qu'elle nous parle d'une historienne, professeure à UCLA, qui est une grosse université américaine, qui a pris la décision je pense qu'elle est d'origine française, mais tu vas nous dire tout ça, de quitter l'Amérique. Vas-y. Oui, alors il s'agit de Laure Murat, qui est effectivement une Française, qui habite et qui enseigne aux États-Unis depuis 20 ans, Oui. effectivement à l'université d'UCLA à Los Angeles. Elle a pris la décision de quitter les États-Unis et elle a posé sa démission au mois d'août, donc avant même d'avoir les résultats de l'élection, parce qu'elle considère que depuis la dernière élection de Donald Trump, aux États-Unis, il y a une véritable lame de fond, c'est l'expression qu'elle utilise,
qui montre que on est dans une négation de l'état de droit, que Donald Trump, c'est un suprémaciste blanc avec une rhétorique de violence qui est un misogyne, et que la progression de son électorat montre que, pour elle, il est de plus en plus difficile de vivre aux États-Unis. Et donc, Donald Trump concrétise, symbolise, c'est l'expression de quelque chose qui est profond dans le fonctionnement des institutions. Et quand tu m'as envoyé cet article qui est apparu dans Libération, je suis allée sur Internet et j'ai entendu elle a été interviewée à France Inter et suite à cet article-là. Et elle confirmait ce qu'elle disait, à savoir qu'elle voyait bien cette évolution et qu'elle précisait bien qu'elle avait démissionné avant. Et la journaliste lui demande, mais cette situation qui se passe aux États-Unis, c'est un peu la tendance dans le monde. Ce n'est pas qu'aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe en Europe, ailleurs. Et elle répond, mais au moins en France, je peux voter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je suis impuissante, je ne suis pas citoyenne américaine, donc je ne peux pas exprimer, même si elle dit, mon geste est totalement symbolique et il ne concerne que moi. Donc, mais si on veut m'interroger, oui, ma décision pourrait être en cohérence avec moi-même quand je vois cela. Donc je vais là où je peux exprimer, en tant que citoyen, où je peux m'exprimer. Ce qui est intéressant, donc, pour résumer, c'est que c'est une historienne, c'est une universitaire, et que la situation qu'elle décrit sur le côté puissant du mouvement qui soutient Donald Trump et du danger que ça représente pour les institutions. C'est une réalité totale. Anecdote, j'ai pas osé rappeler mes tatis qui vivent à New York, certaines à Atlanta, parce qu'elles doivent être complètement décomposées. Ce sont des Antillaises qui étaient parties après-guerre. Par contre, j'ai appelé des amis à Saint-Martin qui m'ont dit, des hommes d'affaires qui m'ont dit, le bonhomme est un peu bizarre, mais l'économie ira beaucoup mieux. Alors, c'est vraiment les deux facettes d'une chose. Oui. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, rappelle-toi, quand on a traité, les Américains, ils votent de façon en tenant compte, c'est l'économie, ils sont convaincus que ça ira mieux, et la sécurité, est convaincu que Donald Trump pourra faire ce qu'il faut en matière de sécurité. Et ça leur suffit. Tout le reste, la question des droits de l'homme, les questions des institutions, ça ne les intéresse pas. La majorité, pas tous les Américains. Revenons avec pragmatisme économique. Avec Frédéric à nos problèmes concrets, pas nos petits problèmes. Tourisme, il faut sauver la haute saison. Oui, et on l'a vu, la crise sociale et ces violences ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et vous le savez mieux que moi, chers chroniqueurs, les réseaux sociaux sont désormais internationaux. Donc là, j'ai ramené beaucoup de lectures. Alors j'ai un petit peu sorti tous les communiqués de l'hôtellerie-restauration, les professionnels qui communiquent, il faut sauver la haute saison. J'en ai reçu encore 2 ce matin, je me suis dit que j'allais vous en faire l'économie. On n'arrête pas depuis 2 semaines de voir nos professionnels du tourisme, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos hébergeurs touristiques, quand le Royaume-Uni, les États-Unis nous ont fichés, quand on dit que nous sommes une destination dangereuse, quand le Canada dit attention, attention, et que nos clients en tant qu'hébergeurs touristiques nous appellent pour nous dire est-ce que je peux vraiment venir, eh bien on voit des professionnels qui se positionnent, qui se battent, et puis on voit cela, et puis on voit aussi, enfin on ne voit pas nos institutions touristiques qui s'expriment alors qu'elles devraient être les premières à s'exprimer. Quand je dis institutions touristiques, je suis très claire, je parle du comité martiniquais du tourisme, qui est parfaitement inaudible depuis le début de la crise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'excellente attitude du CMT pendant la période Covid, puisqu'il y a eu une véritable communication de crise qui avait été implémentée. La communication de crise, elle est bien évidemment externe pour pouvoir minimiser bien évidemment les dommages causés à l'image de la Martinique, sans pour cela mentir, je n'ai pas dit cela, mais minimiser les dommages, communiquer, dire que finalement tout ira bien, enfin, faire véritablement en toute transparence un suivi des sujets, et également une communication de crise en interne, c'est-à-dire de soutenir
les hôteliers, les restaurateurs, les professionnels qui sont eux aussi dans un état critique, puisqu'on a un taux d'annulation qui flambe, on a eu un bateau de croisière qui a été annulé avec une annonce un peu laconique, finalement, qui ne débarquera pas. On en a eu un après le Mein Schiff qui est arrivé, on était tous rassurés, mais pour combien de temps encore? En tout cas, je suis assez étonnée de l'absence totale de la communication de crise. Je rappelle ce que c'est, que cette communication de crise, c'est identifier rapidement la crise et évaluer son impact actuel à venir pour une institution ou une entreprise. En l'occurrence, je parle d'une institution. Constituer une équipe dédiée et définir un plan d'action idoine. Diffuser un message cohérent, transparent pour une communication adaptée. Et enfin, effectuer le suivi des réactions et l'ajustement de sa stratégie en fonction des retours. Et je répète, une réponse rapide et efficace permet de minimiser les dommages et de restaurer la confiance du public. Voilà. Alors, je me dis que non seulement cette communication de crise n'a pas eu lieu, que ces institutions touristiques sont rémunérées, sont là pour les effectuer, et j'ai un petit peu sondé les hôteliers, les conciergeries, etc. On se rend compte de deux choses. La première, c'est que, on a des pourcentages d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc le tourisme se porte très bien. Avant crise. Pendant la crise, on a ces mêmes, si vous voulez, comparatifs favorables de la destination. En revanche, on a un pourcentage d'annulation qui est très dommageable. Donc ce que je constate, c'est que nous avons une destination qui, après tout ce que nous avons fait en termes d'affichage médiatique, entre le Covid, entre les violences urbaines, nous avons un tourisme qui est revenu à des niveaux d'avant Covid en 2023. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me demande ce qu'il faut faire aux touristes. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire aux touristes pour qu'ils ne reviennent pas? On leur fait tout et ils reviennent incessamment. Alors vous me direz, oui, le tourisme à l'Hexagone, il y a 70% de tourisme hexagonal, mais il y a aussi des Caribéens, des Canadiens, des Américains. On a vraiment une appétence. C'est-à-dire que si je veux juste dire, et je m'en arrête là parce que c'est vrai que dès que je parle de tourisme, oui. je veux simplement dire que dans notre État, nous continuons d'attirer. Imaginez si nous faisions le travail. Excellent. Moi, je pense que le mot créole, c'est STBCO, quoi. Comment peut-on analyser cette crise économique? Comment peut-on créer ce groupe de travail de crise, comme tu dis, et qui tient de la rationalité, qui tient de l'objectivité, qui tient parce que c'est presque scientifique dans un contexte là où on est éperdu. Les politiques sont éperdus. Moi, je pense que chacun se dit déjà, notre époque est finie, quoi. Alors maintenant, essayons de rester là un petit peu encore. Moi, je pense que si les élus sont conscients, lucides et raisonnables, il faut qu'ils comprennent qu'avec la vague de fonds qui vient, que leur siège est devenu éjectable. Enfin, c'est cohérent. Il faut se recycler, il faut revenir si on était fonctionnaire, revenir à ses fonctions, parce qu'il y a une jeunesse qui va monter, qui ne sera peut-être pas meilleure qu'eux. Attention, je ne rentre pas dans le bashing élu, mais ils ne vont pas pouvoir rester là. Puis, pardonnez-moi, Gérard, il y a des propositions. Même pas une phrase. N'inquiète pas, je te protège. N'enterris pas ce que j'ai dit, je prends ma responsabilité. Moi, je ne suis pas dans le business. Selon Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, toutes les inégalités ne se valent pas. Et il est hiérarchisé et complexe. J'ai confié ça à un humaniste, à Emmanuel de Rhénal. Alors, les inégalités, c'est un vaste sujet. On en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. Là, l'angle, c'est de comparer les inégalités dans le monde entre les pays pauvres et les pays riches, et de comparer aussi les inégalités dans les pays riches. Ce sont deux niveaux, et on s'aperçoit que la pauvreté ou l'inégalité est un concept extrêmement relatif. On a toujours plus pauvre que soi, on a toujours plus riche que soi, et donc c'est compliqué d'être dans l'objectivité de l'appréciation de ce qu'est une pauvreté ou de ce qu'est une situation inégale ou une richesse. Déjà, quand on compare les situations entre les pays riches et les pays pauvres de la planète, il y a des écarts qui sont énormes. Ce sont des écarts d'égalité, d'inégalité qui sont colossaux. Et la pauvreté dans un pays pauvre n'a rien de comparable à la pauvreté dans un pays riche. On dit même que le taux de pauvreté est 17 fois plus important, enfin l'écart de seuil de pauvreté est 17 fois plus important entre la France et les pays pauvres.
pour vous donner l'écart. Donc, vous voyez, c'est compliqué d'avoir une appréciation très objective de tout ça. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est pour ce qui nous concerne, puisqu'on est dans le périmètre des pays riches, il y a des inégalités dans les pays occidentaux qui sont réelles, alors qui sont beaucoup moins, on va dire, critiques que quand on compare la situation dans des pays pauvres, mais qui sont quand même réelles et qui notamment mettent le doigt non pas sur le niveau de pauvreté intrinsèque, mais sur le niveau d'injustice, parce que c'est ça le fond du problème, c'est la perception relative de l'écart qui fait que la manière dont on vit la pauvreté, elle renvoie à un sentiment d'injustice qui est de moins en moins supportable dans un monde ultra connecté où on cherche des repères un peu partout dans le monde. Voilà, donc ça, là je dis là des généralités, et puis je veux quand même terminer, puisque je crois qu'il faut raccourcir la chronique, pour dire simplement rappeler que Cocorico, la France est le pays le plus égalitaire du monde. On oublie de le dire, mais on est le pays le plus égalitaire du monde. Quand on rajoute, alors d'abord les écarts entre le plus pauvre et le plus riche, ils existent ces écarts, bien évidemment. Ils sont moins importants qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays d'Europe, de manière brute. Mais la France, en plus, par son système redistributif et son système social de gratuité de beaucoup de prestations, réduit les écarts. Il ne faut pas oublier que même si la vie est chère, alors c'est vrai chez nous, mais c'est vrai aussi en France et ailleurs, chez nous, on a quand même la chance d'avoir l'école gratuite, on a la chance d'avoir l'accès aux soins gratuits, on a quand même beaucoup de systèmes qui finalement permettent de réduire les écarts d'inégalité. Il y avait une étude qui avait été faite, alors je la cite de mémoire, puisque on avait, cette étude disait que de manière brute, les écarts en France entre les plus riches et les plus pauvres étaient en moyenne de 20 points, enfin il y avait un écart de 20, et quand on réintégrait toutes les politiques égalitaristes françaises, cet écart retombait à 3, c'est-à-dire on allait de 1 à 3 entre la moyenne des plus pauvres et la moyenne des plus riches, compte tenu des accès sociaux, des accès de gratuité du système social. Voilà, donc c'est quelque chose à rappeler. À titre d'information, le salaire minimum horaire de Sainte-Lucie est de 6,52 $, ce qu'on appelle les dollars ici, ce qui fait environ 2,28 €. 2,28 €. Quand nous changeons, je répète, le salaire horaire de Sainte-Lucie est de 6,52 €, ce qui fait 2,28 €. Le SMIC horaire en Martinique est de 9,40 €, un peu plus de 4 fois plus. OK? Et le mensuel pour nous est de 1130. Non, le mensuel de Sainte-Lucie est de 1131 $ ici, des Caraïbes orientales, ce qui fait environ 395,51 €. Le SMIC à Sainte-Lucie est de 395 €. Et chez nous, ici, il est de patron d'entreprise, il est de 1400, 1300. Alors, mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais il faut rajouter que non seulement, effectivement, le SMIC moyen de Sainte-Lucie est 4 fois plus faible que le SMIC moyen martiniquais, enfin français, et qu'à Sainte-Lucie, l'accès à la grande consommation c'est pas fini mon sujet. est beaucoup plus cher. Excuse-moi de t'avoir spoilé. J'ai un ami qui s'appelle, je ne dis pas son nom, ça ne sert absolument à rien, qui m'appelle et qui me dit, il parle anglais, et puis il s'interrompt, c'était trop important. Mais Gérard, what's happening? Qui ça qu'a fait? Je lui dis, explique le problème de la vie chère, etc. Il me dit, la vie chère, mais là, je vais venir en Martinique, mais c'est Noël. Je vais venir, puis là, je vais acheter. Bon, ce n'est pas une analyse économique, ce que j'ai fait, c'est une analyse sociale, une analyse humaine. Mais quand même, il faut tenir compte d'un autre facteur. Ce n'est pas pour dire que les demandes d'ici ne sont pas fondées, ce n'est pas ça du tout. C'est pour expliquer cette relativité de la notion de pauvreté, de la notion de concept, de vécu de la vie chère. Parce que je pense qu'effectivement, quand on a ce cumul d'allocations, et puis le RSA, et puis etc., et qu'on doit faire face quand même à la masse de sollicitations du commerce. Le consumérisme intense,
ça crée des perversions et ça crée, en tous les cas, une conception qu'on n'a pas assez d'argent pour faire face à ce que, normalement, Madame d'Espagne, Monsieur Boutan, toi et moi, nous considérons comme du quotidien, quoi. Les 2-3 téléphones, une changée de voiture tous les 2 ans, ça devient le lot de tout le monde. Ça devient le lot de tout le monde si on en croit les publicités. Et c'est ça la perversion qui fait que ça fait une conception, la frustration, une conception totalement subjective de ce qu'est la pauvreté. Alors, à la demande de Daniel, qui chaque fois me dit « Pourquoi on ne parle pas de la Caraïbe? Pourquoi on ne parle pas de la Caraïbe ?» Alors, on vient de le faire déjà. Voilà, oui, donc je me suis mis. Et puis, je lui ai proposé un sujet qui s'appelle le programme Ecofit Jeunesse, parce que c'est quand même intéressant de savoir que un petit pays qui paraît très folklorique, et tout, avec un inauguré et autres, ils sont très, très pointus sur certaines choses. Tu vas expliquer. Alors, il s'agit de la Dominique, donc notre voisine. Et c'est un programme à l'attention des jeunes de 4 à 11 ans qui concerne à les sensibiliser aux questions de l'environnement, de la biodiversité, du réchauffement climatique et pour les responsabiliser, pour savoir comment ils peuvent être acteurs dans leur propre pays de la préservation. Et donc, dès le plus jeune âge, donc dès 4 ans, ils sont sensibilisés. C'est un programme qui concerne, donc ça s'appelle Ecofit Jeunesse. C'est un programme qui concerne 10 écoles qui viennent d'être mises en place. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de noter qu'il y a une collaboration entre le privé et le public. Parce que ce programme Ecofit est réalisé par une fondation, donc par du privé, fondation qui existe dans d'autres pays, parce que ce programme Ecofit Jeunesse a déjà été réalisé à Barbade. Ah ouais. Et donc, il se fait à la Dominique et avec également la contribution de l'UNICEF, qui est donc une organisation internationale. Ce qui prouve que lorsqu'il est possible de quelquefois surmonter la rigidité qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Hein. Il faut reconnaître notre rigidité administrative française n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comment l'initiative conjuguée avec l'appui du gouvernement, puisqu'il permet que ça se passe dans les écoles, permet de s'adresser aux jeunes dès le plus jeune âge, 4 ans, et jusqu'à 11 ans, donc c'est-à-dire pendant toute la scolarité primaire en fait, pour les sensibiliser à tous les gestes et à l'impact du respect de l'environnement sur leur propre vie. Quand on sait que la Dominique, c'est un pays qui vit, on parlait de tourisme, pour lequel le tourisme vert est capital, la préservation donc des rivières, la préservation de la forêt. Et donc, c'est en même temps en faire des acteurs responsables de demain, lorsqu'ils seront dans leur activité professionnelle. Bien fait, vite fait. Je voudrais vous dire de façon assez solennelle que nous allons mettre en traiter un sujet excessivement délicat. Nous allons le traiter parce que nous devons faire preuve de courage, de volonté, de liberté, d'indépendance et puis de force. Bernard Ayotte, figure controversée en Martinique, est souvent critiqué pour sa réussite et accusé d'être responsable de la vie chère. C'est le titre d'un article d'Emmanuel de Rênal que j'ai estimé devoir ici traiter avec le plus grand sérieux, la plus grande tranquillité. Monsieur de Rênal. Oui, alors Bernard Ayotte est à la tête d'un groupe important, un groupe qui emploie dans le monde à peu près 20 000 salariés et qui opère sur à peu près 20 territoires différents sur la planète. Le point de départ de son groupe, c'est la Martinique. C'est un groupe qui a commencé dans les années 60. Il a commencé d'ailleurs en élevant des poulets, c'était sa première activité. Il avait 2 salariés et petit à petit, par son génie propre, et peut-être par des opportunités et des chances qui l'environnaient, il a agrégé des activités et aujourd'hui, il a atteint ce niveau extrêmement performant, qui a une caractéristique, à mon sens, unique au monde. C'est sans doute le chef d'entreprise qui a, de ce niveau, qui opère sur autant de métiers différents et sur autant de territoires différents. Donc il sait faire petit, ça c'est sa caractéristique d'Ilien, et il sait faire petit et il sait égrener. Donc il a des activités en Afrique, en Europe, en Asie et dans différents territoires d'outre-mer. Alors,
effectivement, il est pointé du doigt parce que la réussite est par principe un peu suspecte. Et c'est vrai que non, on est dans un système où on regarde ceux qui réussissent avec parfois de la suspicion. Et puis, on est dans des moments où on cherche parfois des responsabilités chez ceux qui tiennent les manettes des activités économiques. Et c'est le cas de Bernard Ayotte, puisque chez nous, il occupe un point important. Il est dans beaucoup de secteurs d'activité. Il emploie à peu près 2000 personnes en Martinique, seulement en Martinique. Et c'est important, j'ai trouvé, de rappeler, au-delà de tout ce que l'on dit sur lui, de tout ce que l'on sait sur lui, de rappeler quand même ce qu'on sait moins, c'est-à-dire ses contributions en dehors de ses réussites purement économiques. Alors, bien évidemment, le simple fait d'avoir des activités économiques performantes, ça a une utilité sociale fondamentale. Aujourd'hui, une société dont les entreprises seraient faibles ou pas performantes serait une société affaiblie. On a besoin d'avoir des acteurs économiques qui jouent la performance, qui accentuent les talents et qui développent des compétences. C'est le cas de Bernard Ayotte. Et c'est vrai que quand il va dans un secteur d'activité, il y va bien et il performe dans ses entreprises. Et ça donne lieu à des compétences qui sont des compétences aujourd'hui qui viennent irriguer notre tissu économique. On peut aussi rappeler l'influence positive de ces activités dans le reste du monde, parce qu'il exporte d'une certaine manière un savoir-faire spécifiquement martiniquais, qui est, je crois, cette singularité du chef d'entreprise ilien. Et puis à côté de tout ça, il y a tout ce qu'il, on va dire, redonne à son pays par ses passions, par ses engagements, par son rôle sociétal et son rôle environnemental. Alors, on connaît assez peu tout ça parce qu'il a une particularité, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Il ne dit jamais ce qu'il fait. D'ailleurs, il a une phrase qui est son mantra. Il dit « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ». Et donc, vous ne l'entendrez jamais dire ce qu'il fait. Et moi, j'ai quand même été voir ce qu'il fait. Et je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il est à l'origine de la création de beaucoup d'associations entrepreneuriales? Je pense à la MPI. Il a été un animateur premier de la Jeune Chambre économique de Martinique. Il est fondamentalement utile dans beaucoup d'associations qui existent encore aujourd'hui. Je pense à Contact Entreprise, à Réseau Entreprendre, qui sont des associations qui ont pour but de stimuler l'esprit d'entreprendre et de révéler des talents martiniquais dans l'entreprise. Il est très dynamique, de manière très discrète, mais très dynamique dans ce champ-là. Je veux rappeler aussi le rôle, on lui connaît peu ce rôle parce qu'on le dépeint comme étant un distributeur. Or, il a un rôle essentiel dans l'activation de l'industrie locale et de la production locale. Il aide les filières agricoles de manière très intense. La part de la production locale dans ces magasins est une des plus importantes de France dans les ratios que l'on considère. Donc, il met des moyens importants. Il a participé avec beaucoup d'autres acteurs, notamment à la création du label Cœur Martinique. Il est très impliqué avec le monde de l'industrie. Donc, c'est quelque chose qui le préoccupe. Il est conscient qu'une économie, alors bien évidemment, il est distributeur, mais il s'attache beaucoup à cultiver les métiers de production. Chaque fois qu'il y a un cataclysme ou un malheur dans un territoire, il est là. On se souvient de son rôle qui était fondamental pendant la crise Covid, où il a été le premier à détourner des difficultés de logistique pour faire venir les masques qui, à l'époque, étaient impossibles, que la France même n'arrivait pas à récupérer pour approvisionner ses soignants. Il a quand même réussi à faire venir plus d'1 million, 1,5 million masques qu'il a mis à disposition de toute la communauté des soignants. Donc on lui doit ça. Il a contribué, il a joué son rôle. Je ne parle même pas des gels alcooliques qu'il a fait produire également à travers ses usines de Rome pour pouvoir venir en aide. Désaffecté. Oui, exactement. Donc, voilà, il prend beaucoup d'initiatives. Quand vous avez alors je pense au cyclone dans les îles voisines, c'est le premier à exporter très vite les premiers containers d'eau. Voilà, il a cette conscience et il ne se met, il ne dit jamais. Alors j'espère qu'il ne m'en veut pas de parler pour lui parce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas réellement, mais c'est une réalité. Il est dans ces gestes-là. Alors, on en parle souvent aussi, son implication dans le monde artistique local. Il a créé un instrument, enfin, tous ceux qui connaissent
la Pinacothèque et le musée de l'habitation Clément, ce sont des instruments qui sont majeurs pour promouvoir la culture d'art contemporain chez nous. Plus de 350 artistes ont déjà exposé chez lui. Il a réveillé une filière qui était une filière qui préexistait, qui était très talentueuse, mais qui n'avait pas qui ne respirait pas, qui n'avait pas de solution économique. Il a mis une solution économique dans ce monde, et je trouve qu'il fait rayonner. Moi, j'ai vu des expositions qu'il a organisées à Paris, et ce n'est que par hasard que j'ai compris qu'il était derrière ces expositions pour pouvoir faire monter des artistes caribéens à Paris. Vous voyez, il fait ça, encore une fois, on dira oui, mais il défiscalise, peut-être, mais il n'est pas obligé de le faire. Il pourrait défiscaliser autrement. Il pourrait faire autrement. Il pourrait avoir un jet privé, par exemple. Il n'a pas de jet privé, ça je vous assure. Il aurait pu, compte tenu de sa fortune, avoir son siège social peut-être au Luxembourg ou en Suisse. Non, c'est au Lamentin, il reste. Vous voyez, ça fait partie des... C'est un Martiniquais qui est fondamentalement attaché à son territoire. Je veux aussi parler de ses investissements au profit de l'environnement. L'association Pays Vert qui consiste à planter des arbres partout dans l'île, le fleurissement des communes. Alors, on connaît bien le fleurissement de la ville du François, mais il n'y a pas que le François qui est Est-ce que les palmiers, je vais le taquiner, est-ce que les palmiers qui ont été les palmiers qui ont été signés, alors, je ne saurais pas vous dire si ça vient de lui, mais je pense que ça le... Oui, il est très triste de ça, parce que quand vous allez dans le parc de l'habitation Clément, il a planté une des plus belles palmeraies. Dans le cours Baril. Absolument, dans le cours Baril de Missal qu'on lui doit également. Donc vous voyez, il est très impliqué là-dessus. Et puis, chaque fois qu'il y a qu'il y a un péril qui peut remettre en question une activité culturelle, eh bien, et quand on va le chercher, il répond présent. Le dernier Tour d'Ailleul, par exemple, il a été sauvé in extremis. Alors, il n'était pas seul, mais il a été moteur. Il y a eu d'autres entreprises qui se sont coalisées autour de lui, mais ce Tour d'Ailleul n'aurait pas pu exister parce qu'à 15 jours du démarrage, le financement n'était pas bouclé. Il a apporté sa contribution. On lui doit aussi d'ailleurs quelque chose que je trouve tout à fait essentiel, et je ne sais pas si on en est très conscient, il a eu un rôle déterminant sur 3 actions que je trouve fondamentales pour l'attractivité de notre île. D'abord les 2 prix UNESCO, le prix Martinique Réserve de Biosphère, où il s'est vraiment engagé pour que ce titre nous soit octroyé, et c'est une très bonne chose. Et puis l'Ailleul, le titre où il a investi dans des opérations de visibilité de l'Ailleul. Rappelez-vous le défi Yole qui a eu lieu au Diamant quelques semaines avant le vote de l'UNESCO. C'était une décision qu'il a prise parce qu'il fallait que ça puisse convaincre les signataires de l'UNESCO. Voilà, et puis la Transac Jacques Vabre. Enfin, on pourrait citer, et la liste est très longue, mais voilà, je crois qu'il faut à un moment donné, même si il est pointé du doigt, dire aussi ce qu'il fait et se satisfaire qu'on ait des chefs d'entreprise. Il n'est pas seul, il y en a d'autres qui investissent dans le pays. C'est tout ce qu'on doit souhaiter. En tout cas, M. Bernard Ayotte a phagocyté tout notre temps pour la culture. Oui, non. C'est dommage. Non, simplement, alors, tu veux faire un jingle culture? Oui, un jingle culture. Oui. J'embraye directement. En matière de culture, j'avais proposé à Gérard de traiter d'un ouvrage qui s'appelle « Un modèle collectiviste martiniquais, la SICA de Font-Saint-Jacques » de Guy Flandrina. Guy Flandrina, c'est un journaliste, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un auteur. Et ce livre, il a été publié en 2020. Et donc, on peut se demander pourquoi en parler maintenant. Il présente un intérêt d'actualité. Pourquoi? Il s'agit du domaine de Font-Saint-Jacques. Le domaine de Font-Saint-Jacques, c'est un domaine qui a été créé dès le début de la colonisation, qui appartenait donc du parquet, et la veuve du parquet a donné ce terrain aux dominicains. Donc le père Labatte est venu là, et il y a installé une sucrerie, et il a installé une méthode de fabrication du sucre. Et c'est un domaine qui représente environ 240 hectares.
Lorsqu'il y a eu la Révolution, c'est devenu un bien national, puisqu'il y a eu les biens de l'Église ont été expropriés. Et puis, le Conseil général a pris, est devenu propriétaire de ce fonds. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il donne à bail en 1931, donc ça fait très très longtemps, il donne ces 230 hectares, il les lotit pour les donner à bail à des petits agriculteurs. Et ce qui fait que pendant des décennies, il y a des agriculteurs qui plantent en canne, et les agriculteurs vont créer en 1958 une structure qui est une structure collective, la SICA de Font-Saint-Jacques. Et cette SICA de Font-Saint-Jacques et elle existe toujours. Et c'est pour ça que ça présente un intérêt aujourd'hui. Ça présente un intérêt parce qu'on voit ce qu'il a été possible de faire et ce qu'il serait intéressant de faire. Quand des agriculteurs se regroupent dans une organisation qui a un modèle économique avec des instructeurs, avec une diversification. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, avant, il y avait la canne, la banane et les cultures vivrières. La banane est venue, elle a un peu envahi tout. Mais la méthode, c'est la possibilité d'organisation collective. Et je voudrais finir par une citation très rapide de Gilbert Pagot, qui a fait la préface, qui nous dit « Par ce patient travail remarquablement documenté, et c'est vrai, qui est aussi un pointage et un début d'inventaire des opérations de parcellisation et de morcellement des propriétés agricoles, Guy Flandrina ouvre la voie aux chercheurs de l'avenir. Car au-delà de la plume du journaliste et de l'essayiste, nous sommes réjouis de trouver au fil de ces pages une vraie démarche d'histoire, soucieux de contextualiser les problématiques qui ont conduit à la création du domaine de Font-Saint-Jacques, puis de la SICA qui porte son nom. Donc si on veut vraiment s'approprier de notre histoire, avoir une vraie connaissance de ce qui a été fait, de ce qui peut se faire, je recommande la lecture du livre de Guy Flandrina. Dans un contexte où on parle d'autonomie alimentaire, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Jingle musique. Chers amis, chers téléspectateurs, aujourd'hui je voulais vous parler d'une fille admirable qui s'est investie dans le domaine de la musique depuis très longtemps et qui joue un rôle d'entrepreneur, on parle d'entrepreneur, extraordinaire. C'est Danielle Wonekouaï. Danielle Wonekouaï, je l'ai connue toute petite parce que nous habitions, à un moment donné, j'étais chez ma tante à la cité Clarac, près de la mairie de Fort-de-France. Elle habitait tout juste à côté. Et son père était horloger, il s'appelait Pierre Wonekouaï. Ils étaient trois filles, Annie, Danielle et Evelyne, qui sont toutes des trois jolies filles. Et la maman était très jolie, elle s'appelait Renée. Et bon, alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous faire découvrir, premièrement, une première vidéo qui s'appelle Jeu de dames. C'est une vidéo qu'elle avait tournée avec Valérie Odina et puis Elia Galva. C'est ça, on est en fait tout à compter. Pour faire payer à l'avancée, nous bise ma femme. Toujours solide comme toute maman créole. C'est toujours femme la catine. Tout ça change. Alors j'ai beaucoup de considération pour cette famille. Je fais un clin d'œil à la maman qui s'appelle Renée. Elle s'appelle Renée Wonekouaï et elle habite à La Renée, à Rivière-Pilote. Mais je vais passer tout de suite à un nouveau titre. C'est un titre qui s'appelle Avant l'orage, qui a été composé par Richard Marie-Claire de Taxi Créole, puisque Daniel, c'est aussi Taxi Créole. Donc je vous invite à voir le prochain clip, Avant l'orage. Vous savez depuis jours, y'a ton
chose un peu curieuse, c'est que je rencontre un jour, mais il y a très longtemps, Danielle Wonnecouraye, je me dis, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Elle me dit, mais si, j'étais à l'armée. Elle a fait 5 ans à l'armée. Et elle explique qu'elle a toujours été amoureuse de la rigueur. Et la rigueur, il y avait ça à l'armée. Non, mais c'est extraordinaire, Oui, hein, parce que ça lui a beaucoup servi dans son entrepreneuriat, puisqu'elle gère des artistes, elle gère beaucoup de productions. Moi, je n'aurais pas le temps de faire un petit développement ici. Je vais vous faire... Et puis, elle a joué... Ses premiers groupes, c'était La Mafia avec Jean-Michel Cabrimol à Paris. Oui. Elle a joué aussi avec Edith Lefel. Elle adorait Edith Lefel. Je vais vous faire écouter un 3e titre qui s'appelle Malgré tout. C'est une merveilleuse mazurka composée par Franck Donatien. Nous écouler l'enfer, nous garder la honte en mi-temps-ier. Nous vivre tout ça qui fait tout notre chair à l'enfer. Mais malgré ça, bon Dieu pardonnez-nous. Moi pas bête chalet l'emmène. Même si la terre qu'a tourné folle, c'est l'embout. Les yeux qu'a tombé dans ta main, c'est l'embout qui plie fort. Pour vivre, pour respirer, nous yon ouais drapeau la liberté. Mille noms, mille vieux bateaux, j'assombré dans l'emmène. Elle a été à l'initiative des bals en temps longtemps. Vous voyez, elle faisait ça pendant le carnaval. Elle a été à l'initiative de Empreinte, ces albums qui ont été faits en mémoire de Fernand Donatien. Elle a été à l'initiative de Taxi Créole, de Quaxicolor. Elle a créé une association qui s'appelle Ticréole. Et elle a fait le spectacle Ticréole avec Justine Bérois. Mais c'est extraordinaire, c'est un apport extraordinaire. Un 4e titre, Un parti trop tôt. C'est un titre qu'elle a fait, je pense, pour Edith Lefel, Parti trop tôt. Tu crois un sourire, tu le partages, il te fait grandir. C'est l'amour d'un ami, tu y crois pour la vie. Mais des fois quand tu le cherches, tu ne l'entends plus. Dans tes rêves les plus fous, tu le vois rire. L'éclat de ses yeux t'empêche de t'endormir. Quand tu regardes sa photo, ton cœur chavire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Edith Lefel, mais il y avait aussi Richard Marie-Claire, qui était le bassiste, qui est décédé. C'est probablement aussi par rapport à lui aussi qu'elle a fait cette chanson. Alors, elle est auteur-compositeur, et entre autres, il y a une incroyable histoire d'amitié entre elle et Jocelyne Bérard. Parce que c'est elle la manager de Jocelyne Bérard. C'est elle qui travaille avec Jocelyne. C'est la confidente de Jocelyne. Alors, la semaine prochaine, l'association Barrel-Copet va remettre un trophée à Edith Lefel, le jeudi 21, pour sa carrière et son immense contribution à la musique. Pardon ? Ouais. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter la dernière chanson. C'est la chanson Glycéria de Fernand Donatien qu'elle a interprétée de manière magistrale et qu'elle a relancée de manière pérenne, quoi. Voilà. Merci à Danielle Wonnecouraye et son travail extraordinaire pour la musique en Martinique. Les pacaway, pacaton, c'est grand soleil caraton. Les grands soleils n'étaient quand y a chopé, les yeux desséché, fallait tomber. La jeunesse, c'est un temps qui m'écoute mon bail. Johnny ou ni pétant, demain ou bien ou pas DJ. La jeunesse, c'est un temps qui a passé bien vite. Pas laisser l'emploi glisser dans l'emmène sans complet glisser bien. La jeunesse, c'est un temps qui peut casser mon maille. Les matins triomphants tout près, les souhaits pleins de tendresse pas loin. Voilà, alors je dis que le trophée sera remis à, n'est-ce pas, Danielle Wonnecouraye par l'association Barrel-Copet. Compte tenu de l'intensité, de la densité de l'information, nous avons largement dépassé le temps, donc je dis coucou, bye bye, à la semaine prochaine, au revoir. C'est tout.